moi c'est Riyad, donc c'est moi qui vais animer le prochain échange informel sur le visage du leadership étudiant. Donc aujourd'hui, on va recevoir en fait Alice Anne Simard, qui est directrice de Nature Québec, et Émilie Campbell-Renaud, qui est responsable de l'engagement communautaire et du développement de programmes Réalité climatique Canada. Chers panélistes, merci beaucoup d'être présents avec nous. Donc, à travers cet échange, nous allons essayer de comprendre, par le biais de vos parcours inspirants, la forme que peut prendre le leadership étudiant sur les campus. Alice Anne Simard est détentrice d'une maîtrise en biologie sur le garibou migrateur et d'une maîtrise en administration des affaires. Elle a notamment été pendant 3 ans directrice générale d'Eau Secours, organisme faisant la promotion de la protection de l'eau. Elle a également travaillé au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU et comme agente de la planification du développement durable, chercheur et guide naturaliste. Madame Simard s'est par ailleurs impliquée à titre de vice-présidente du Conseil des Canadiens comme membre du Conseil du Centre québécois du droit de l'environnement et a fondé à l'Université Laval l'organisme Sans Fossiles. Donc je pense que ça sera une expérience intéressante à nous partager qui pourrait inspirer certains étudiants. Donc c'est un comité étudiant grâce auquel l'université est devenue la première université du Canada à prendre l'engagement formel de se désinvestir totalement des énergies fossiles. Émilie Campbell-Renaud a d'abord rejoint l'équipe du projet Réalité climatique Canada en 2010 en tant que stagiaire de recherche. Son travail portait sur les politiques environnementales transfrontalières au Canada, dans le cadre de son bac en sciences politiques et relations internationales à l'Université de McGill. Elle a suivi la formation du projet à la réalité climatique à Nashville cette même année, fière de se rejoindre ainsi au rang des ambassadeurs du climat. Depuis, elle a animé divers ateliers au sujet des enjeux environnementaux, a mené plusieurs projets de développement durable, notamment au sujet de la protection des bandes riveraines, gestion des matières résiduelles et autres. Elle a complété sa maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke en 2014 et peu après l'obtention de ce diplôme, elle a tourné la page de sa carrière de questionnaire d'entreprise afin de se dévouer pleinement à une mission qui la passionne profondément, l'action pour le climat. Donc, elle s'est jointe à l'équipe de la filiale canadienne du projet de réalité climatique en 2018 ou à l'œuvre en tant que chargée de l'engagement communautaire et du développement de programmes. Donc, après cette brève présentation de nos panélistes, je vais vous inviter, chers panélistes, à présenter peut-être vos 2 organismes rapidement. Donc, ce serait Nature Québec et Réalité climatique. Peut-être, Alice, si tu peux commencer. Merci pour la présentation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est ça, depuis 1 an environ, moi, je suis la directrice générale de Nature Québec. Nature Québec, c'est une organisation environnementale à but non lucratif qui a comme mission la protection des milieux naturels et la conservation des ressources depuis près de 40 ans, en fait. C'est la première organisation non gouvernementale environnementale de portée nationale au Québec qui a été fondée là, il y a 40 ans. Et on travaille sur des projets et des campagnes au niveau de la biodiversité, la forêt, l'énergie et l'environnement urbain. En gros, là, notre équipe sensibilise, mobilise et agit en vue d'une société qui est plus juste, avec une faible empreinte environnementale, puis qui est quand même solidaire là, du reste de la planète. Et Nature Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des campagnes qui sont quand même plus militantes, revendicatrices. Par exemple, présentement, on a des campagnes au niveau pour stopper le projet de GNL Québec et de Gazoduc, qui est un projet d'exportation de gaz fossile. On a une campagne aussi pour s'assurer en fait que le projet d'agrandissement du port de Québec-Laurentia ne voit pas le jour, puisque c'est un projet qui n'est pas économiquement rentable, qui n'a aucun sens aussi au point de vue social et environnemental. Donc, on a des campagnes comme ça très revendicatrices, mais on va avoir aussi des projets qui vont mettre en œuvre des solutions concrètes. Par exemple, on a des projets en verdissement urbain où est-ce qu'on crée, grâce à une mobilisation citoyenne, là, que ce soit des ruelles vertes, des classes plein air, par exemple, des oasis urbaines également, pour s'assurer qu'on pallie au déficit nature des citadins et citadines et qu'on lutte comme ça face à la pollution atmosphérique puis les îlots de chaleur. On a aussi des projets concrets là, en énergie renouvelable, surtout dans les régions,
des projets aussi de création d'aires protégées un petit peu partout au Québec. Donc, à la fois campagne revendicatrice, projet concret pour emmener des solutions concrètes aussi, tout ça dans une perspective là, d'emmener notre société vers une transition, là, la transition dont on a besoin pour survivre. Voilà. Merci Alice. Émilie, pour Réalité climatique. Oui, bonjour. Merci, je partage l'enthousiasme de ma collègue. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors, le projet de la réalité climatique est une organisation pas mal internationale. En fait, le bureau chef est aux États-Unis. On a la branche canadienne, bien sûr. Alors, je vous parle aujourd'hui de notre bureau. Ben, en fait, pas vraiment, mais techniquement du bureau de Montréal. Dans le fond, l'essence de l'organisation, c'est que l'ex-vice-président américain, M. Al Gore, forme des gens de vraiment tous les milieux à devenir des bons communicateurs sur la science et les solutions au changement climatique. Et par la suite, ces gens-là vont sur le terrain et donnent le plus de présentations possible dans leur communauté pour sensibiliser les gens et pour les inspirer à agir. Alors, comme je disais, c'est international. On a des branches dans 10 pays à travers le monde. Lorsque les gens sont formés par M. Gore, on les appelle après ça des ambassadeurs et ambassadrices de la réalité climatique, ou en anglais, c'est Climate Reality Leaders. Alors, il y a environ 30 000 ambassadeurs et ambassadrices à travers le monde, dont 1400 au Canada. Et donner des présentations, c'est vraiment juste un aspect de ce qu'on fait. Les ambassadeurs et ambassadrices posent toutes sortes de gestes pour le climat, que ce soit organiser des événements, préparer des articles, contacter des décideurs et décideurs politiques, des trucs comme ça. Alors, voilà, et puis on a aussi plusieurs programmes à l'interne là, pour, je veux dire, au niveau de la branche canadienne, pour vraiment offrir des débouchés pour les citoyens qui veulent s'engager pour le climat, surtout en passant par l'éducation de père en père. Merci beaucoup, Émilie. Donc, je vous propose en fait de commencer par une petite question peut-être d'ouverture avant de passer en revue vos parcours et peut-être inspirer d'autres personnes. Donc, notre première question, ce serait quel est pour vous le rôle de la jeunesse dans l'action climatique? C'est une question ouverte et pensée pour aussi, pour ouvrir et élargir, on va dire, le débat. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut se rappeler que les jeunes et les prochaines générations sont vraiment ceux qui vont le plus ressentir les répercussions de la surconsommation et des décisions, on va se le dire, assez irresponsables qui ont été prises au cours des décennies passées. Donc, pour moi, il va vraiment de soi que ce soit leur voix qui soit entendue le plus haut, le plus clair, puisque ce sont ces personnes qui, justement, sont en train de façonner le futur qu'ils et elles veulent pour eux-mêmes, en fait. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, particulièrement avec la jeunesse présentement qui s'intéresse de plus en plus à la justice climatique, c'est que, bon, il y a eu une erreur, je pense, qui a été faite par le mouvement environnemental dans les dernières décennies, c'est qu'on a dit beaucoup, le climat, ça touche tout le monde de façon égale, on va tous être impactés, tous et toutes être impactés. Et c'était une façon un peu de rallier tout le monde vers la cause, mais c'était une erreur parce que ce n'est pas vrai. On n'est pas tous et toutes égaux, égales devant la crise climatique. On le sait, les personnes qui sont les plus défavorisées, les personnes racisées, les personnes qui vivent dans les pays du Sud, les femmes sont plus impactées par les événements climatiques extrêmes, par des différents impacts, en fait, de la crise climatique et de la crise environnementale. Et c'est ce qui est intéressant, de mixer la justice sociale et la justice climatique dans un même combat finalement. Et parce que finalement, quand on s'attaque aussi à la justice sociale, c'est quand on s'attaque aux causes des inégalités sociales, par exemple, les causes du racisme, les causes fondamentales, on se rend compte que c'est cette société aussi d'extraction, de surconsommation, mais aussi très patriarcale, colonialiste, raciste, qui a créé des inégalités, qui entraîne présentement ces inégalités sociales-là et aussi la crise environnementale, la crise climatique. Donc, en se joignant ensemble et en s'attaquant aux réelles causes du problème et pas seulement en demandant aux gens de faire des gestes individuels,
bien, c'est là qu'on va réussir à régler le problème. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant avec la jeunesse, c'est qu'on a une jeunesse quand même qui est très, très ouverte, qui est très au fait de ces problèmes d'injustice sociale-là et qui peut justement faire les ponts entre les différentes crises. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, je pense, c'est de ne pas mettre sur le dos de la jeunesse de devoir régler la crise. C'est ce qu'on entend beaucoup. On l'a vu dans les manifestations l'année dernière. Vous êtes beaux les jeunes, vous êtes beaux à voir, vous êtes notre avenir, vous allez le régler, vous, le problème. Mais non, ça ne peut pas être les jeunes d'aujourd'hui qui règlent le problème, puisque ça va être trop tard quand ces jeunes-là pourront être au pouvoir, par exemple, si c'est ce qu'ils souhaitent. Et c'est les personnes qui détiennent le pouvoir présentement qui peuvent régler les choses. Donc, la jeunesse, son rôle, moi, je pense, c'est particulièrement de rappeler que non, mettez-nous pas ça sur les épaules. C'est vous qui avez la possibilité présentement de changer les choses. Et donc, de mettre la pression sur ces personnes-là qui ont le pouvoir pour leur rappeler que c'est leur avenir qu'ils jouent finalement présentement, puis que la jeunesse ne va pas leur pardonner là, si cet avenir-là est compromis par leurs décisions. Là. Oui, puis j'aimerais ajouter un petit peu à ces points-là. J'adore les points que tu as apportés, Alissane. Puis j'ajouterais aussi que le discours qu'on entend provenant des jeunes, on ressent une indignation et une colère qui est fort justifiée. Et je crois que ça peut apporter vraiment une vision, une saveur alarmiste à la crise, comme quoi on doit agir et on doit agir maintenant et tout le monde doit mettre les mains à la pâte. Alors, je crois que cette voie peut vraiment favoriser l'action urgente et les changements de comportement qui sont si nécessaires. On en parlait au début, Émilie, c'est vraiment les personnes les plus jeunes présentement qui vont vivre les impacts. Puis moi, ce que je trouve particulièrement très inquiétant, puis il faut le reconnaître quand même on est anxieux, on est inquiet, c'est que des enfants qui naissent aujourd'hui vont avoir 80 ans en 2100, OK? Et 2100, c'est si les émissions continuent au rythme où elles sont actuellement, s'il n'y a rien qui change, en 2100, on pourrait avoir un réchauffement planétaire de plus 7 degrés Celsius, ce qui est un réchauffement qui serait absolument catastrophique et qui amènerait même des parties du monde qui seraient complètement inhabitables et qui pourraient même menacer tout simplement l'humanité. Donc, les enfants qui naissent aujourd'hui pourraient connaître ce monde-là dans le cadre de leur vie. Et pour moi, c'est absolument incroyable de penser qu'on aurait des enfants comme ça qui naissent, qui vont passer leur vie entière à se battre contre la crise environnementale. Donc, c'est aussi cette jeunesse-là à laquelle il faut penser, mais bon, présentement, elle n'est pas en mesure de se battre pour son futur. Donc, tant mieux si on a des jeunes adultes qui peuvent le faire, qui vont aussi connaître des impacts importants là, de la crise environnementale puis de la crise climatique là, durant le cours de leur vie. Là. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que ce qu'on voit aussi à travers ce que vous ressentez, c'est qu'il y a c'est que les jeunes ressentent l'urgence climatique et sont en demande de changement. Et je pense que ça fait aussi écho à ce que disait par exemple Monsieur Franck à l'Université de Lausanne par rapport à une impatience en fait de la jeunesse et des fois des difficultés au niveau des campus à pouvoir ajuster entre ces demandes et cette urgence sur l'action climatique et peut-être les côtés structurels et institutionnels. Donc, je vous propose peut-être d'aller justement de réorienter un peu plus, ou pas réorienter, diriger un peu plus cette discussion à l'échelle des campus pour voir peut-être comment les étudiants peuvent justement agir et amener ces discussions au niveau des institutions. Donc, pour faire ça, je pense qu'on pourrait passer justement à travers vos parcours. Et là, on avait pensé à quelques petites questions. Donc, je vous propose de commencer par la première question qui serait qu'est-ce qui vous a amené durant votre vie étudiante à devenir des professionnels actifs sur les questions climatiques? Écoutez, moi, à la base, au niveau personnel, moi, j'ai toujours été très, très intéressée par la nature. Ça a toujours été un endroit vraiment de refuge pour moi, un endroit pour m'apaiser, puis tout ça. Donc, de façon tout à fait naturelle, je me suis tournée vers des études en biologie pour essayer d'être toujours plus près de cette nature-là, pour mieux la comprendre, pour l'étudier, tout ça.
Et c'est vraiment durant mes études à la maîtrise en biologie où j'ai réalisé au final que pour moi, ça servait à rien de miser sur une carrière de recherche. Puis j'apprécie énormément les gens qui consacrent leur vie à une carrière de recherche. On en a absolument besoin. Mais j'avais l'impression que pour moi, d'étudier comment, par exemple, la crise climatique allait impacter les espèces comme le caribou que j'étudiais, mais pas pouvoir rien faire pour stopper cette crise climatique-là, ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas juste voir et étudier comment les espèces allaient en souffrir, comment les écosystèmes allaient en souffrir sans faire quelque chose pour que cette crise climatique-là n'arrive pas. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tomber la recherche puis de me tourner plutôt vers une carrière vraiment d'implication puis de plus de revendications. Puis aussi, il faut dire que c'est à ce moment-là aussi, c'était à peu près aux mêmes périodes qu'il y a eu finalement le printemps érable, là, donc de 2012. Et ça a été, je pense, pour plusieurs personnes de mon âge, un moment d'éveil politique important aussi, où est-ce qu'on s'est rendu compte que on a quand même un poids politique, qu'avec avec des revendications, avec des manifestations, en tenant son bout, on peut quand même faire des gains. Et pour ça, ça a été aussi une prise de conscience de notre pouvoir. Et j'espère que les manifestations climatiques de l'année dernière auront eu un peu le même effet pour cette nouvelle génération-là, leur faire réaliser tout le poids qu'elles peuvent avoir, de pouvoir mettre 500 000 personnes dans les rues de Montréal pour une manifestation, c'est absolument incroyable et de pouvoir, on a vu quand même des impacts importants partout dans le monde. Et c'est sûr que j'espère qu'il n'y aura pas trop de découragement quand même avec la pandémie actuelle qui a dû couper un peu cet élan de mobilisation-là, mais que au contraire, que la jeunesse réalise à quel point elle peut être capable de mettre la pression sur les personnes en pouvoir pour faire changer les choses. Pour ma part, j'ai eu un petit réajustement de parcours d'une façon similaire. En fait, moi, quand j'ai commencé mes études, je m'intéressais beaucoup à la science politique, les relations internationales. Plus précisément, je m'intéressais à une carrière peut-être en résolution de conflits, la diplomatie internationale, tout ça. Mais le plus que mes études avançaient, le plus que je réalisais à quel point les changements climatiques étaient en grosse partie coupables pour une grande partie des conflits que j'étais en train d'étudier. Par exemple, les conflits entourant les ressources, les réfugiés climatiques, l'injustice sociale en général. Et c'était de plus en plus clair pour moi aussi que ça allait juste empirer avec le temps. Alors, cette réalisation-là m'a donné le goût de réorienter mes études, un peu comme ma collègue. En fait, je voulais me concentrer plus sur la source du problème plutôt que les symptômes. Alors, en réorientant mon focus sur les changements climatiques, j'ai vraiment l'impression de mieux attaquer le problème à la racine et donc avoir un sentiment d'avoir de participer de manière plus active à la solution en tant que telle. Merci beaucoup à vous deux. Donc, ce qu'on voit là, c'est que aussi, je pense que les cours ont joué un rôle, les manifestations, la mobilisation étudiante a joué un rôle dans vos constructions en fait professionnelles et dans ces orientations et vos intérêts personnels. Donc, ça m'amène peut-être à la deuxième question, c'est serait identifier et nous présenter des expériences, des activités en fait durant votre vie étudiante qui, à vos yeux, vous ont permis de construire dans vos orientations professionnelles. Ces expériences, je pense qu'elles peuvent être intra ou extra-campus. Vous avez parlé, Alice, vous avez parlé tout à l'heure de la maîtrise, Émilie aussi de tes recherches en sciences politiques. Est-ce qu'il y a eu autre chose au-delà des cours, dans la vie associative ou autre chose? Drôlement, en fait, pour moi, ce qui a vraiment aidé à construire mon orientation actuelle, c'est le stage que j'ai fait chez Réalité climatique en 2010. Dans ce temps-là, comme je disais, j'étudiais les relations internationales, les conflits et tout ça. Et puis, les changements climatiques étaient dans ma vision périphérique, mais sans plus. Et c'est alors que j'ai appris que le projet de Réalité climatique cherchait un ou une stagiaire de recherche au niveau des réglementations, des impacts environnementaux transfrontaliers.
Et c'est vraiment là que j'ai réalisé à quel point personne n'est à l'abri des impacts des changements climatiques. Comme Alissane disait, il y a aussi des populations qui sont vraiment plus vulnérables à tout ça. Et donc, ça a vraiment ouvert une boîte de Pandore pour moi qui m'a donné le goût d'agir vraiment de manière plus concrète. Et c'était cet aspect global-là des changements climatiques qui, selon moi, fait en sorte comme ma collègue disait tantôt, c'est vraiment notre plus grande menace en tant qu'espèce. Mais je pense aussi que c'est notre plus belle occasion de se mobiliser derrière des solutions concrètes et de manière solidaire et unie. Et aussi, le plus important, c'est d'attaquer ce problème-là dans un esprit d'inclusivité et de justice sociale d'abord et avant tout. De mon côté, bon, comme je le disais, là, dans les implications qui ont eu beaucoup d'impact, c'est beaucoup la mobilisation étudiante de 2012. Par la suite, je me suis impliquée dans une association d'un parti politique progressiste sur le campus. En fond, juste pour vous dire, moi, j'ai fait un baccalauréat puis 2 maîtrises à l'Université Laval. J'ai été là quand même pendant plusieurs années sur le campus. Et c'est ça. Puis ensuite, c'est vers la fin là, de mon parcours que j'ai décidé de fonder le comité ULaval sans fossiles, qui était le comité de désinvestissement des énergies fossiles. Donc, le but, c'était de convaincre l'Université Laval là, de désinvestir du pétrole, du gaz et du charbon, désinvestir ces investissements. C'est un mouvement, en fait, qui existe depuis 2012 partout dans le monde. Il y a des centaines, même des milliers d'institutions, des universités, mais aussi des syndicats, des municipalités, des groupes religieux qui ont comme ça choisi de retirer leurs investissements des énergies fossiles. Tout ça dans un but d'enlever la licence sociale des compagnies d'énergie fossile, un peu comme on n'investirait pas dans l'esclavage d'enfants ou dans l'armement, on ne devrait pas investir dans cette industrie qui mène l'humanité à sa perte. Et aussi pour rappeler que c'est un peu comme pour les compagnies de cigarettes, c'est des entreprises qui ont menti pendant des décennies, qui ont essayé de stopper la science, qui ont tout fait pour s'assurer qu'aucune action ne serait prise pour lutter contre le climat, qui ont financé et qui financent toujours des lobbies, des politiciennes pour nier le changement climatique. Donc, d'arrêter de financer ces entreprises-là, c'est important, surtout pour des institutions comme l'Université Laval qui se disent le berceau du développement durable, qui met en œuvre plusieurs mesures justement pour avoir un campus vert, pour que les étudiants et étudiantes soient sensibilisés au changement climatique, mais qui d'un côté va quand même donner de l'argent à des compagnies pétrolières et gazières et du charbon, ce qui est tout à fait incohérent. Donc, ça a été assez rapide, cette mobilisation-là. Puis rapidement, l'Université Laval s'est engagée à désinvestir totalement des énergies fossiles. Ça a été la première université au Canada à le faire. Malheureusement, depuis, il n'y a rien qui a été fait. L'université, dans le fond, n'a absolument pas tenu son engagement, ce qui est bien dommage parce qu'elle avait été félicitée là, un petit peu partout à travers le monde et elle avait vraiment donné, cet engagement-là avait vraiment donné un coup de pouce à toute la mobilisation étudiante pour le désinvestissement des énergies fossiles parce qu'on disait, enfin, vous voyez une université qui peut le faire, c'est possible. Et depuis ce temps-là, il y en a plein d'autres qui ont pris l'engagement, mais l'Université Laval, malheureusement, n'a pas respecté son engagement. Donc, je vous lance la balle si jamais, moi, je ne suis plus sur le campus, mais s'il y a jamais d'autres étudiants et étudiantes qui veulent reprendre cette lutte-là, c'est toujours possible. Et ça a été une façon pour moi là, aussi de voir qu'on pouvait finalement faire bouger les choses assez rapidement et de voir l'importance de la mobilisation étudiante là, qui peut faire changer même sa propre université. Là. Merci à vous deux. Oui, on comprend très bien en fait le point justement par rapport à la mobilisation étudiante. Je pense que c'est aussi l'objectif de ce panel, c'est à travers vos expériences en fait, d'inspirer aussi d'autres étudiants.